Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, qu'est-ce que vous en pensez, auditeurs Sud Radio? Nous étions le pays où on avait fait le nucléaire, les centrales nucléaires, qui nous dispensaient de 80% de notre électricité, et elle n'était pas chère, elle n'était pas chère par rapport à d'autres pays européens. Et puis tout d'un coup, allez, explosion des tarifs, pour les particuliers, pour les entreprises. Alors on met le bouclier tarifaire, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler avec Philippe Herrlin, économiste, auteur de Cancel Économie. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique à l'Institut Thomas More. Et c'est bien d'en parler. Alors d'abord Philippe Herrlin, quand est-ce que les signaux verts sont devenus des signaux rouges? Quand est-ce qu'on est passé d'une électricité relativement, en tout cas, abordable, avec EDF, notre fleuron, à ce qui se passe aujourd'hui? Ça s'est passé en combien de temps et comment? Alors en fait, ça fait plusieurs années que nous sommes dans le marché européen de l'énergie. Les règles de ce marché n'ont pas changé. Sauf qu'avant, on ne s'en rendait pas compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce marché, il fonctionne pour privilégier le système allemand qui fonctionne à partir du gaz. Et pour désavantager les systèmes français. En fonction du système allemand, quoi. C'était fait pour ça. Mais on s'en est pas rendu compte au début, parce que les prix du gaz étaient très bas. C'est-à-dire, ce marché-là, il fonctionne comment? Le prix de l'électricité, de toute l'électricité consommée, est déterminé par la dernière centrale au gaz qu'on met en route pour satisfaire des besoins. D'accord. Voilà. Oui, indexé sur le prix du gaz. Voilà, c'est indexé sur le prix du gaz. Bon, pendant très longtemps, on avait, avec la Russie, l'Allemagne avait des gaz qui étaient un prix extrêmement compétitif. Donc ça ne se produisait jamais. Le prix du gaz était faible, donc le prix de l'électricité était faible aussi. Et le mécanisme ne jouait pas. Ça joue depuis l'inflation, depuis aussi... Alors, il y a la guerre en Ukraine, évidemment, qui a fait monter les prix. Il y a les sanctions aussi qui ont fait monter les prix, on est d'accord. Mais ça a commencé avant, en fait. Parce que les Américains, ils voulaient aussi placer leur gaz de schiste, qui est plus cher que le gaz russe. Et donc, ils ont fait en sorte que les prix se mettent à monter. Hein, voilà. Donc, ça fait déjà quelques années, 2-3 ans, que les prix commençaient à monter. Tout doucement, ça ne se voyait pas trop. Et puis, il y a la crise, la guerre en Ukraine, qui a tout d'un coup... tendu les marchés et qui a fait exploser les prix de l'énergie, on l'a vu. Oui. Et là, on se retrouve coincé. Parce que si c'est les prix du gaz qui déterminent les prix de l'électricité, nous, en France, comme on a essentiellement de la production nucléaire bon marché, on se retrouve coincé. Et c'est toute l'histoire que l'on vit depuis plus d'un an. Quoi. Plus d'un an. Alors, si je comprends bien, l'Espagne et le Portugal ont quitté cette indexation. Pourtant, ils font partie de l'Union européenne. Et nous... corrigez-moi si je me trompe, Philippe Herrlin, on a décidé de rester dans la mouvance allemande et de ne pas la désindexer. Oui, la politique française, c'est de dire on va modifier la façon dont fonctionne ce marché de l'énergie, plutôt que d'en sortir comme l'Espagne et le Portugal. Pourquoi? Parce que Paris ne veut pas se fâcher avec Berlin, quoi. Voilà, on nous parle de l'axe franco-allemand depuis toujours. Bon, alors que surtout... Berlin en use avec Paris de façon, on peut dire, légèrement cavalière. Et tout à fait. C'est plutôt un concept français, ça. Mais les Allemands, ils s'en fichent un peu du couple. Ils ont une vision plus européenne, plus continentale. Bon, voilà. Et voilà. allemande aussi. Et allemande aussi, voilà. Mais nous, en France, on est un peu omnibulés par ce coup franco-allemand. Et donc, on ne veut pas fâcher Berlin. Donc, on refuse de sortir comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. Alors que si on faisait ça, immédiatement, on aurait les prix de l'électricité qui seraient ceux de notre capacité de production, c'est-à-dire pour 80% du nucléaire, pour plus de 10% de l'hydroélectrique qui est aussi très bon marché, et puis un peu de gaz. Voilà. Alors pourquoi ils ne le font pas, Philippe Herrlin, à votre avis? Vous n'êtes pas dans la tête de nos gouvernements, mais quand même. Pourquoi l'Espagne et le Portugal le fait et pas la France? C'est de la soumission à Berlin, c'est une forme de traîtrise économique, hein, parce que on sortirait de ça. Cocu, battu et content. Voilà. Pour résumer ça. On peut le dire comme ça. Et alors, dites-moi, aujourd'hui, on est à combien les prix d'électricité par rapport à il y a, 1 an, 2 ans? Alors, ce qui est à peu près, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a les prix de l'électricité plus élevés que l'Allemagne même. Et ça, c'est une information qui est sortie dans les Échos la semaine dernière, le 20 avril. C'est ça qui est hallucinant. C'est cette nouvelle-là qui est complètement hallucinante quand on la voit. Parce que, alors, comment ça se fait? C'est qu'en fait, les marchés, les opérateurs sur le marché de l'énergie anticipe que la France, que EDF ne pourra pas disposer de la totalité de ses réacteurs nucléaires. C'est pas sûr, mais enfin, c'est ce qu'ils anticipent. Et donc, on sera obligé d'acheter du gaz. Et comme on a moins de capacité gazière de stockage que l'Allemagne, ça va peut-être nous coûter plus cher. Donc, on devrait avoir
un gaz un peu plus cher en France qu'en Allemagne au moment où on en aura besoin dans quelques mois. Et à ce moment-là, comme l'électricité est indexée sur le gaz, on aura une électricité plus chère. Et donc, c'est les contrats à terme, c'est les prévisions qui sont faites par le marché. Voilà, et c'est la prophétie autoréalisatrice, voilà. donc l'électricité... Peut-être que ça ne se réalisera pas, mais en tout cas, au moment où a été écrit l'article, la semaine dernière, on avait un prix du gaz un peu plus élevé de quelques euros que le prix allemand, alors qu'on a des capacités de production qui produisent... Au prix de l'électricité, vous voulez dire. Voilà. Ouais, alors qu'on a des capacités de production électrique, avec le nucléaire et l'hydroélectrique, qui produisent quelque chose de très bon marché. Voilà. Et comme on est prisonnier de ce marché, de ce faux marché, je dirais, parce que beaucoup de gens disent... Ça prouve que le marché de l'énergie, ça prouve que la libéralisation ne marche pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours. Si on fait un vrai marché, c'est-à-dire c'est le moins cher qui gagne, à ce moment-là, c'est EDF qui rafle tout. C'est EDF qui a les prix les moins chers. C'est EDF qui rachète les énergéticiens allemands pour fermer leurs centrales au charbon et construire des centrales nucléaires. Et EDF qui deviendrait le plus gros producteur électrique d'Europe. Et voilà. Mais les Allemands ne veulent pas le nucléaire. Voilà. L'Allemagne a fermé les 3 dernières centrales nucléaires qu'ils avaient. Donc mais ça veut dire que le libéralisme ne veut plus rien dire là-dessus. Non, c'est un faux marché. On a créé un faux marché parce que le discours, la politique et l'identité de l'Union européenne, c'est de faire un marché concurrentiel. Voilà. Donc on ne pouvait pas dire on va faire un truc bancal. Non. On a créé un pseudo-marché où on considère que le coût marginal est égal au coût, le coût marginal sur le... Mais c'est un marché truqué. Alors c'est un marché qui est truqué, il est fait pour aider les Allemands. Et le problème, c'est qu'au moment où il a été mis en place, les Français, les gouvernements de l'époque, n'ont pas compris l'arnaque. Ou alors ils ont dit, de toute façon ça n'arrivera jamais parce que le gaz, on l'a bon marché avec la Russie, donc ça n'arrivera jamais que le gaz devienne cher. D'un côté on achète du gaz de schiste, comme vous le savez, encore plus cher, et silence assourdissant des écologistes, mais c'est intéressant. Et puis alors, vous parlez du bouclier tarifaire, et vous dites qu'il va y avoir un problème avec ce fameux bouclier tarifaire. Oui, il va y avoir un problème, parce que ce bouclier, déjà... je répète que si on était sorti du marché de l'Union européenne, on n'aurait pas besoin de bouclier. Bon, maintenant, on y est. Il faut quand même mettre en place un bouclier, sinon ça va provoquer une vague de faillite chez les artisans et les entreprises. Et puis ça va faire exploser la facture des Français qui sont dans le pouvoir d'achat et déjà sévèrement touchés par l'inflation alimentaire et autres, et l'énergique. Donc il y a un bouclier qui a coûté quand même 24 milliards d'euros en 2022. Donc 24 milliards d'euros. Donc c'est l'argent, c'est la dette, on s'en fiche, tout va bien. On quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Voilà, mais ceci dit, ce bouclier, pour les particuliers, concernant le gaz, il va s'arrêter au mois de juillet. Donc là, on risque d'avoir de mauvaises surprises, parce que le gaz, ça concerne quand même pas mal l'habitation. Il y a beaucoup de gens qui utilisent. Et donc, on voit déjà des augmentations de factures de gaz. Alors, les prix du gaz en ce moment ne sont pas au niveau délirant qu'ils étaient l'année dernière. Ceci dit, ils sont quand même 2 ou 3 fois plus élevés qu'en période normale, 2020, 2019. Donc, ça va se sentir dans les factures. Et puis surtout, ça va être un cours assez volatile, quoi. Donc, les gens paieront une facture un mois, puis peut-être 2 ou 3 mois après, le prix changera. Et c'est quand même assez problématique de prévoir son budget quand la facture énergétique bouge. Donc ça va poser un problème. La facture de l'électricité, le bouclier électrique, lui, il va être maintenu jusqu'en 2025. Et là, ça rejoint l'idée qu'on dit, c'est-à-dire ça démontre que la France ne va pas sortir du marché de l'Union européenne. Voilà. Oui, puisqu'on l'a prolongé. Et alors, pour les entreprises, qu'est-ce qui va se passer ? Pour les entreprises, il va s'arrêter. Le ministre de l'Industrie... Il va s'arrêter bientôt ? Il va s'arrêter dans les mois qui viennent. Et ça va poser un problème, parce qu'il était déjà un peu troué, il était déjà pas très efficace, mais ceci dit, il apportait quand même une protection pour un certain nombre de PME et d'entreprises. S'il est supprimé, les entreprises qui consomment de l'électricité ou du gaz vont voir leurs factures augmenter. Et les prix, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, les prix ne sont pas revenus à la période d'avant la guerre en Ukraine. Ils sont 2 ou 3 fois plus élevés que 2019, 2020, la période normale. Voilà. Donc c'est pas les prix délirants de l'été dernier, mais c'est pas non plus les prix bon marché qu'on connaissait historiquement. Et donc ça va peser sur les coûts des entreprises. Alors, il y a certaines entreprises qui peuvent avoir qui vont peut-être avoir des exemptions, parce qu'on sait qu'on avait beaucoup parlé de Duralex dans les médias. Qui avait été obligé d'arrêter sa production de verre, parce que ça consomme beaucoup de gaz, c'est très énergivore. Eh bien, eux, ils ont reçu un chèque de 15 millions de l'État, et donc ils vont pouvoir remettre en route leurs usines. Alors, ils ont peut-être eu ce chèque parce qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, voilà, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'auront peut-être pas cette chance. Mais en tout cas, nous avons la planche à billets. Voilà. Pourquoi ne n'arroserait-on pas les entreprises ? On va continuer, non ? Alors non, parce que là, le problème, c'est qu'avec l'inflation, les taux d'intérêt remontent.
la Banque Centrale Européenne remonte les taux d'intérêt, et donc ça commence à coûter vraiment cher à l'État pour s'endetter. C'est plus les 0% d'il y a quelques années, c'est plutôt 3%, et puis ça va continuer à monter. Et donc là, ça étrangle le budget. Donc la planche à billets, elle va devoir s'arrêter. On a des lendemains qui risquent de continuer à déchanter. Oui, c'est-à-dire ça. Avec sa fin du bouclier sur le gaz pour les particuliers et de tout le bouclier pour les entreprises et les artisans, ça va peser sur leurs charges. Et donc, on voit déjà une hausse des faillites. Ça va malheureusement accélérer ce mouvement chez tous les commerçants qui consomment beaucoup d'énergie, que ce soit pressing, boulangerie. C'est la morale de l'histoire, c'est très intéressant. Donc on ferme Fessenheim qui aurait pu continuer encore pendant 25 ans. Voilà. On met en panne un certain nombre de centrales nucléaires. Maintenant, on cherche désespérément des gens pour les entretenir et des ingénieurs. Et enfin, on refuse de faire comme l'Espagne et le Portugal. Voilà, c'est très intéressant. Merci Philippe Herrlin. Je vois avec plaisir que nous sommes vraiment dirigés. Et ça, auditeur de Sud Radio, ça fait vraiment... ça nous rassure, quoi. Merci. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Donc, on va parler un tout petit peu d'autre chose, là. D'autre chose, vous savez, on avait reçu il y a quelques jours Mansour Kamardine, député RN de Mayotte, qui nous parlait un peu de la situation et qui nous annonçait l'opération Wambouchou à Mayotte, c'est-à-dire que Gérald Darmanin, le gouvernement, avait décidé donc de sévir, de faire une opération remigration avec ce qui se passe à Mayotte, avec ce qui se passe avec la migration des Comores, avec ce qui se passe à l'insécurité, il nous en avait parlé très longuement. Et puis là, c'est parti, mais, on a vu depuis hier que un juge des référés a refusé qu'on démantèle un bidonville uniquement rempli de Comoriens, et puis que les autorités comoriennes ont dit, écoutez, les Comoriens qui sont à Mayotte, ils y restent, nous on les reprend pas. Ah bon, vous les reprenez pas, pourtant État indépendant? Non, on les reprend pas. Bonjour André Rouget. Bonjour, et bonjour vos auditeurs. Alors, vous êtes député RN au Parlement européen et délégué national à tout l'outre-mer. Alors, je voudrais juste avant, vous le savez, mais je voudrais que vous écoutiez quand on a reçu Mansour Kamardine il y a 4 jours. On a eu une petite passe d'armes sur le grand remplacement. Écoutez. Et parce qu'on ne peut pas employer grand remplacement, vous savez, ça fait sulfureux. Mais c'est ça. Vous, ça vous fait sulfureux, mais moi je l'ai dit. D'ailleurs, je l'ai dit avant, comment il s'appelle? Avant Renaud Camus? Non, quand même pas. Non, mais je l'ai dit avant, comment il s'appelle, votre ancien collègue? Avant Zemmour. Ouais. Je l'ai dit. Ouais. Parce que c'est la vérité. Moi, je demande simplement, dans le vocabulaire que j'ai, qui est un vocabulaire très restreint, qu'on puisse me dire, c'est que ça veut dire quand l'INSEE me dit, sont arrivés à Mayotte de 2012 à 2017, 60 000 personnes, et que dans le même temps, 30 000 jeunes Mahorais ont quitté le territoire parce que les conditions ne le permettent pas, parce qu'ils ont peur, parce que ci, parce que ça. Ah oui, parce que les Mahorais qui ont quitté le territoire. Ils fuient parce que la situation ne leur permet plus de rester. Alors André Rouget, qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que là, on a écouté, on parlait de l'opération qui a été lancée à grand renfort, effectivement, de communication, etc. Bien. Et puis là, d'un coup, on apprend qu'un juge, je ne vais pas le répéter, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous êtes délégué national Outre-mer, vous suivez ces affaires depuis des années, vous étiez au RPR avant. Donc, qu'est-ce qui se passe, cette situation? Oui, effectivement. Il y a une opération Wambouchou dont le principe est un excellent principe, avec un triple objectif. 1. Expulser tous les squatteurs qui occupent illégalement des terrains publics ou privés. Deuxièmement, reconduire à la frontière 10% des 100 000 clandestins comoriens qui sont illégalement à Mayotte. Et 100 000 sur une population de 350 000, c'est ça? 100 000 sur une population de 350 000. Oui. Il y a à peu près la moitié de la population mahoraise qui est issue de l'immigration comorienne, et la moitié de cette population immigrée est en situation irrégulière. D'accord. Donc, et le troisième objectif, celui qui, à mon avis, a le plus de chances de réussite et raison pour laquelle il faut poursuivre cette opération, c'est de la restauration de l'autorité de l'État en débusquant les bandes armées qui sévissent par groupes de plusieurs centaines pour terroriser les Mahorais. Alors, sauf que, et j'ai eu l'occasion de le prédire, cette opération a été menée en dépit du bon sens et a fait preuve d'une impréparation
totale. Impréparation diplomatique, impréparation juridique, impréparation juste législative. Et je pèse mes mots, Monsieur Darmanin, Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères, et Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont des amateurs totalement incompétents. Alors, pourquoi diplomatiquement, pourquoi ? Oui. Parce que si Mayotte s'est mis sous la protection de la France depuis 1841, que par 3 fois depuis 1976 et par voie référendaire, les Mahorais ont fait valoir qu'ils souhaitaient rester français, et que depuis 2003 est gravé dans le marbre de l'article 72.3 de notre Constitution que Mayotte est quasi irréversiblement français, eh bien le président Azali de l'Union des Comores ne veut pas l'entendre. Il considère que Mayotte est comorienne, qu'il multiplie les provocations. Je rappelle qu'en août 2019, sur les ondes de RFI, il disait qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du préfet de Mayotte sur son territoire, et que la réalité, c'est que la France, aujourd'hui incapable de raisonner un micro-État de l'océan Indien, parce qu'elle a fait preuve d'une lâcheté coupable envers Monsieur Azali. Il eût fallu, dès ces provocations, rappeler l'ambassadeur de France pour consultation, convoquer celui de Mayotte à Paris au Quai d'Orsay. De Mayotte des Comores, vous voulez dire ? Celui des Comores, oui. Celui des Comores au Quai d'Orsay. Et au lieu de ça, qu'a fait Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron a invité le président des Comores à l'Élysée, lui a attribué une somme de 150 millions, entre parenthèses, somme dont les Mahorais auraient bien besoin pour réaliser leur accès à l'eau potable, parce qu'au XXIe siècle, dans un département français, comme d'ailleurs aux Antilles, il y a des problèmes d'accessibilité à l'eau potable. Et en contrepartie de cette somme, Monsieur Azali s'engageait à recueillir ses ressortissants reconduits à la frontière. Et on voit aujourd'hui qu'il n'en est rien, que d'ailleurs Monsieur Azali ne protège pas ses ressortissants, en refusant de les recueillir, qu'il les laisse émigrer sur le territoire français de façon anarchique et agressive et violente, et que face à ce que l'on peut qualifier d'agression, la France doit réagir, si ce n'est par la force, à tout le moins par la fermeté. Alors, comment vous expliquez-vous, monsieur le député, comment vous expliquez-vous que effectivement un juge des référés a dit non, vous ne pouvez pas démanteler un bidonville, c'est-à-dire que c'est encore une fois les deux poids et deux mesures de la justice. Mais parce que, une fois encore, monsieur Darmanin fait preuve d'un amateurisme et d'une incompétence crasse. L'article 55 de la Constitution prévoit que toute juridiction peut interdire un acte administratif, même régi par la loi. C'est ce qui se passe, et c'était prévisible, puisqu'il y a quelques semaines, et j'avais tiré la sonnette d'alarme, et mon collègue Audoux l'avait même posé une question au garde des Sceaux, au ministre de la Justice à l'Assemblée, puisque le syndicat gauchiste de la magistrature avait sur place annoncé qu'il s'opposerait à cette opération. Donc voilà, c'était prévisible, ils n'en ont pas tenu compte. Il faut savoir que les décasages relèvent soit de la municipalité, soit de l'État. Les municipalités mahoraises ne le font plus parce qu'ils ont peur des représailles. Il y a de ça 2 ans, le maire de Koungou, dont le prédécesseur, quand même, mon ami Frédéric Dachery, je dois le rappeler, avait été assassiné par des migrants en situation irrégulière à coups de marteau. Et le maire de Ouangani ont fait l'objet de représailles. Les locaux municipaux de Koungou ont été incendiés, et le maire de Ouangani a vu ses véhicules personnels incendiés chez lui devant sa femme et ses enfants. Donc il y a un moment où il faut une opération Wambushu, mais il faut qu'elle soit, comme il se doit, préparée à l'amont, diplomatiquement,
juridiquement, alors les Comores, on va pas leur renvoyer un nouveau Bob Denard, on va pas faire débarquer les paras et la Légion qui stationnent dans l'océan Indien, mais à tout le moins, on pourrait geler les avoirs en France du président Azali, des membres de son gouvernement qui ont la double nationalité, et puis il y a de ça quelques années, quand les États-Unis ont vidé leur prison, le Guyana refusait de reprendre les ressortissants, et bien les Américains débarquaient les ressortissants sur les plages, et puis après, ils se débrouillaient avec leurs autorités. Donc ce que vous dites, amateurisme, incompétence, c'est la signature de la Macronie, on le sait maintenant depuis 6 ans, on vient de le voir avec la réforme des retraites, enfin, et j'ajoute à ça que... amateurisme, incompétence, et tout est dans la com. Parce que je pense que Monsieur Darmanin, qu'on n'entendait pas à Mayotte lorsque les maires faisaient l'objet de représailles, lorsque les gamins se faisaient assassiner à la sortie des lycées, lardés de coups de tournevis, là, il est dans une opération qui pensait être une bonne opération de communication, parce que s'il n'y avait pas eu les conséquences de la réforme des retraites que nous connaissons, le calendrier parlementaire ferait que, en ce moment, à l'Assemblée nationale, aurait lieu le débat asile-immigration. Oui, c'est vrai, il n'a pas lieu. On va en tout cas, vraiment, Monsieur Rouget, on va en reparler avec vous et avec d'autres de façon plus prolongée, mais là, on voulait vous faire réagir à ce qui se passe en ce moment et à ce qui risque de se passer et qu'on ne soit pas ce miroir grossissant. Il faut faire très attention à ce qui se passe à Mayotte et que ce ne soit pas uniquement une opération de com. Espérons-le. Merci. Merci à vous. La merveilleuse chanson de Georges Moustaki, évidemment. Larguer les amarres, oui. Et ne pas aller dans les passages cloutés du conformisme bovin. Eh ben, écoutez, voilà, un sonore qui est passé dans une émission, effectivement, du service public, où un ou des journalistes sont allés voir ce qu'on vendait comme livres sur la santé. Est-ce que ces livres sur la santé, dans une librairie, étaient les bons ou les mauvais livres? Moi, je pensais que ça pouvait se passer dans l'Allemagne de l'Est, à la Stasi, ou peut-être en Corée du Nord, ou ailleurs. Eh ben, non, c'est en France, en 2023. Écoutez. Ils se font librement une opinion. Oui, mais vous, en tant que libraire, vous faites des choix éditoriaux tout le temps. Ça vous dit, je prends ce livre, je prends pas celui-là. Par exemple, il y a un autre livre, je crois, sur la pandémie qui est ici, qui est exactement dans la même veine. C'est celui de Philippe Aymar, là, Enquête sur un virus. Avec cette idée, en couverture, il y a Bill Gates. C'est la théorie qu'on connaît tous, comme quoi Bill Gates aurait quelque part fomenté un plan pour distribuer ce virus, etc., pour faire de l'argent. Vous décidez de l'afficher. C'est quand même que vous, quelque part, vous pensez qu'il y a une réalité là-dedans, ou alors ne pas présumer, sinon à côté préjuger de ce que je pense de la question, juste en se basant sur les livres que je vends. Non, je me base sur le fait que vous ne vendez pas de livres classiques sur la pandémie. Il n'y a rien qui vient d'un médecin ou d'un épidémiologiste. Ah si à qui attendez. Allez-y, cherchons. Voilà. Oui, bon, Didier Raoult, mais ça... Didier Raoult, non, ça compte pas, non. Mais, qui est quand même un ponte, mais Douste Blazy, qui est un médecin... Douste Blazy, pareil, il était dans le documentaire Hold Up, qui est un documentaire qui était complètement... Douste Blazy, avant d'être dans le documentaire Hold Up, ça reste quand même un ministre, ça reste un chirurgien... Alors là, vraiment, les bras m'en tombent. Qu'on arrive à ce stade, vous écoutez, hein? Moi, je pensais que c'était effectivement, quand on m'a fait écouter le son, je dis non, c'est sûrement, c'est pas moi, c'est une espèce de type, ça peut pas être un journaliste, ça peut pas être, c'est quelqu'un qui arrive avec même pas ses œillères, quoi. Et surtout, qui arrive dans une librairie. Alors il dit ceci, regardez, il dit, mais si vous vendez tel bouquin, c'est vous qui avez décidé de l'afficher. Donc, libraire, alors que le libraire, il reçoit des livres, il les prend ou il ne les prend pas. Ah oui, mais vous êtes responsable. Et alors là, ça arrive très bien, vous décidez de l'afficher. Et où sont les livres classiques sur la pandémie? Ah, c'est magnifique. Qui décide qu'il y a des livres classiques et des livres qui sont à proscrire? C'est monsieur le journaliste de France Info. C'est lui qui décide. Et alors, il lui dit, oui, vous avez quelqu'un, Bill Gates et compagnie. Oui, mais j'ai aussi... et il ajoute...
le journaliste, ça me fait rigoler d'appeler ça journaliste, mais enfin, il ajoute, mais oui, mais enfin, où sont les épidémiologues, où sont les virologues? Et il lui dit, Didier Raoult. Ah non, répond le journaliste, Didier Raoult, évidemment, l'un des plus grands épidémiologues du monde, reconnu dans le monde entier. Ah non, parlez pas de Didier Raoult, ce n'est pas un... Vous imaginez à quel stade on est arrivé, que ce monsieur vient faire la censure, le tribunal, le petit tribunal sous-inquisitorial évidemment, c'est tellement pathétiquement ridicule qu'on aurait envie évidemment de dire bon ben écoutez, laissez cet imbécile, et je le dis et je le pense, à ses petits délires. Non, c'est dans le service public, c'est une émission du service public que nous payons de notre argent. C'est-à-dire que voilà ce qui peut se passer, on va chez un libraire maintenant. Ah oui, ben demain, on ira peut-être faire des interviews chez vous et pour voir qu'est-ce que vous avez dans votre librairie. Est-ce que vous avez un livre de Perron? Ah, attention, on va vous signaler à la police des mœurs. Hein. Vous avez un livre de Raoult? Mais c'est très 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 grave ça. Attention, on va vous signaler. Voilà où on en est. C'est très joli, franchement. À ce niveau-là, tirons la chasse. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Kémy Séba, idéologue panafricaniste, activiste anticolonialiste, président de l'ONG Urgence panafricaniste, essayiste, auteur de 5 ouvrages dont le livre Philosophie de la panafricanité fondamentale, édition Fiat Lux. Bonjour Kémy Séba. Bonjour à vous. Alors Kémy Séba, vous êtes évidemment une personnalité à la fois controversée, sulfureuse, mais intéressante. C'est-à-dire on peut, alors d'un côté on vous traitera de raciste transcendantal, d'un autre côté utopiste total, d'un côté délirant, et en même temps vous avez une ligne, vous avez un livre que j'ai lu avec intérêt, avec plus qu'intérêt, parce que effectivement, on peut être opposé ou pas opposé, ou en tout cas avoir des arguments pour ou contre, mais vous parlez... Alors, je voulais justement parler de la panafricanité. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites, voilà, maintenant, aujourd'hui, il est temps, vous me direz si j'ai bien lu votre livre, il est temps, non pas d'imposer le séparatisme, mais que les Noirs se retrouvent. C'est-à-dire qu'il y ait une espèce de compréhension, d'incarnation de l'identité noire. Alors je voudrais que vous expliquiez cela, parce que comme ça au départ, on peut vous dire, mais attendez, qu'est-ce que... Je vais vous donner un exemple très précis, je vais vous dire. Récemment, vous savez, la Chambre des représentants républicaine et les représentants interrogeaient des généraux par rapport à ce qu'ils fomentaient en Afrique comme révolution de palais, comme sabotage, etc. Pourquoi je vous parle de ça? C'était Matt Gaetz, c'était représentant républicain, et le général qui répondait était noir, général américain, etc. Et lui reconnaissait que lui, en tant que général, et en tant pas seulement lui, mais l'Amérique, avait fomenté un certain nombre, comme vous le savez, d'insurrections, de contre-insurrections, etc. Donc, je me dis, mais comment, effectivement, vous pouvez dire, je peux rassembler, puisque voilà un général noir américain qui, lui, exécute les décisions, soit de Biden, soit de Bush, soit de je ne sais pas qui, et puis d'un autre côté, vous dites, il y a une espèce d'identité générale. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est très important, je vous remercie pour cette question, Monsieur Berkov, en vous disant que la dynamique de la panafricanité fondamentale nous pousse à se réapproprier notre propre identité, à revenir dans un paradigme qui est beaucoup plus en adéquation avec notre ontologie. Mais cela ne signifie pas que nous pensons et que nous déclarons que tous les Noirs ont vocation à être sur la même ligne, sur la même orientation. Je dis d'ailleurs dans un des passages de mon livre que je me sens beaucoup plus proche, par exemple, d'un René Guénon, je me sens beaucoup plus proche, qui est jusqu'à preuve du contraire blanc, que je me sens proche, par exemple, d'un paix à son âme, que je me sens proche d'un Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a en réalité une ligne des démarcations qui s'appuie sur la nécessité d'être en accord avec les principes fondamentaux qui érigent et qui constituent notre identité. Il y a 2 types de conscience noire aujourd'hui. Et il est important qu'on puisse, je pense, décrire le décor dans lequel nous nous plaçons. On vit dans une ère où le globalisme néolibéral est devenu la religion mondiale, qui prône le déracinement de tous les peuples, pas simplement des Noirs, aussi des Blancs, des gens de toute ethnie, arabes, juifs, chinois, peu importe. Et les personnes qui tentent de résister à ce déracinement sont souvent diabolisées, présentées comme des nationalistes, des extrémistes, toutes sortes de qualificatifs de ce style. Il y a la conscience noire version Black Lives Matter, qui est
profondément insérés, ou le wokisme qui sont profondément insérés dans la dynamique globaliste néolibérale. Ils sont dans le système globaliste. En tout cas, Black Lives Matter, très clairement, ils le sont. Je pense que ça a été prouvé très récemment quand on a les grandes marques occidentales et capitalistes néolibérales qui font la promotion de Black Lives Matter et qui dans le même temps esclavagisent, comme Nike, qui esclavagise des gens en Asie du Sud-Est. On se dit que peut-être que leur Black Lives Matter s'est restreint à leurs seuls intérêts là où ils sont. Juste un mot, on peut citer Louboutin et Gucci Assa Traoré. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais être très clair. Assa est ma sœur. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un dont je partage la ligne idéologique et politique. Elle a sa ligne, qui est beaucoup plus sur le terrain BLM pour le coup. Moi, ma ligne, c'est une ligne justement antiglobaliste qui passe par cette nécessité de l'enracinement et de résister à ce globalisme-là. Nous faisons partie de ceux qui pensent que le but n'est pas de forcer les autres à accepter les minorités noires en tant que telles. Le plus important, c'est qu'on prenne en charge notre propre destinée, que l'on prenne charge de nous-mêmes, que l'on arrête la victimisation et qu'on comprenne la nécessité de nous organiser en tant que communauté. Quand je vois les communautés chinoises, elles sont pas là en train de dire on veut des quotas, on veut des places à tel ou tel endroit. Elles s'organisent, elles sont en train de travailler. Ouais. Il y a une solidarité communautaire. Alors, il n'y a pas les mêmes traumas et les mêmes difficultés que les populations négro-africaines ou afro-diasporiques ont pu connaître, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une voie à suivre sur ce terrain. Et moi, je pense que le but n'est pas de chercher à avoir des quotas chez les autres, mais de construire en tant que communauté, dans le respect des autres, qu'on soit très clair, mais une force qui nous permette d'être nous-mêmes. Et c'est un petit peu ça, cette ligne de la panafricanité fondamentale, en étant en adéquation avec notre tradition, avec notre perception du monde, et c'est comme ça qu'on avance. Si je comprends bien, vous voulez dire, et je crois que vous le dites d'ailleurs dans votre livre, ne comptons plus sur les autres, comptons sur nous-mêmes. Retrouvons... Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais tant qu'on attendra des autres qu'ils nous aident à marcher, eh bien on sera toujours dépendant de leur bonne volonté. Or, la meilleure façon d'être debout dans ce monde, c'est de tenir soi-même sur nos deux jambes. Si on n'y arrive pas avec les deux jambes, on prend des béquilles, mais débrouillons-nous nous-mêmes. C'est le message un petit peu de la philosophie de la panafricanité fondamentale. Alors justement, parlons de cela, parce que quelle est cette identité? Parce que ce que vous dites, vous envisagez, si j'ai bien compris, vous dites, il y a quand même, parce que vous dites, vous êtes contre le globalisme, mais quelque part, vous avez aussi une idéologie globaliste quand vous dites, les Noirs du monde entier doivent se retrouver, si j'ai bien compris. Alors, il est très important qu'on différencie deux choses. Je pense que il peut y avoir des valeurs qui peuvent être globalistes. Le principe de justice, je pense que c'est universel, même si je ne suis pas dans le cadre de l'universalisme français tel qu'il est présenté, mais la justice, les principes de droit à l'autodétermination, ce sont des principes qui sont du domaine de l'universel. Nous analysons, nous constatons que partout les populations dites noires du monde entier, où on a eu l'occasion de voyager, sont installées en Afrique, mais aussi du côté de l'Asie du Sud-Est, quand on parle des pygmées d'Asie, les négritos comme on les appelle, quand on va en Inde, un pays où on a pu voyager, et que l'on voit les Dravidiens, quand on voit aussi les discriminations, ceux qui sont qualifiés d'intouchables, ceux qui peuvent vivre, il y a des communautés de destin, même si ce ne sont pas, comme je les précise exactement dans l'ouvrage, les mêmes histoires. Mais il peut y avoir aussi, et je pense que c'est très important que l'on puisse le dire, lorsque l'on étudie sur le terrain un petit peu de la métaphysique, la structure spirituelle de ces différents peuples, il y a souvent, généralement, il y a un créateur, il y a ce que l'on appelle l'ancestralité, qui est présente à toutes ces populations dites primordiales, et il peut y avoir des ponts de liaison qui peuvent être insérés dans ces réalités. Il y a monsieur Fridtjof Schuon, dont je partage pas toutes les analyses, qui disait il parlait de l'unité transcendantale des religions. Nous pensons qu'il y a une unité transcendantale. Il y a un créateur, et chez les populations primordiales, il y a ce que j'appelle dans l'ouvrage un gouvernement métaphysique composé des ancêtres, et ils sont interdépendants les uns des autres, et on retrouve ce schéma dans la plupart des populations dites originelles. Et je pense que c'est très intéressant de comprendre que, bien qu'il puisse y avoir des spécificités propres à chacun, il ne s'agit pas de dire que tous les Noirs sont les mêmes, mais il y a évidemment sur un certain nombre de schémas des réalités sur le terrain spirituel, sur le terrain ontologique communes. Et je pense que c'est très important de comprendre cela si on veut aussi être capable de comprendre pourquoi certaines populations ont du mal avec la dimension de ce que l'on appelle le progressisme aujourd'hui. Le progrès promu par l'Occident n'est pas forcément le progrès promu par les populations dites primordiales. D'ailleurs, vous insistez énormément là-dessus. Vous dites il y a le matérialisme, le consumérisme, tout ce qu'on connaît. Enfin, l'Occident, en tout cas la globalité du monde vit. Tout à fait. Donc ça, et puis il y a effectivement la métaphysique, il y a la spiritualité, etc.
etc. Mais vous savez très bien qu'à l'intérieur de l'Occident, vous avez énormément de forces qui combattent le consumérisme, qui combattent ce matérialisme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne dites pas au départ, groupons-nous avec ces personnes qui combattent la chose, enfin, vous parlez de Russie, de la Chine, mais on va en revenir là-dessus, vous dites, au départ, c'est d'avoir le sentiment de cette identité noire qui doit nous réunir, et après, on voit avec qui on va combattre. Moi, je pense qu'un peuple qui a connu ce que nous avons connu sans verser dans quelconque victimisation, parce que je dis toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rangée de l'intérieur, ce que notre peuple a connu nécessite, je pense, à un moment précis de l'histoire, que l'on puisse être dans une logique de regroupement, de nous organiser par nous-mêmes, pour notre propre destinée. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des ponts de liaison qui puissent être créés. On nous a vu à de nombreuses reprises avec les Gilets jaunes, par exemple, mon ONG. Pourtant, nous sommes une organisation qui lutte pour le prolétariat africain, mais parce que nous partons du principe que les prolétariats de chaque peuple sont soumis aux mêmes problèmes sur certains segments face à une oligarchie néolibérale qui peut être aussi blanche que noire. Donc, nous, notre priorité, c'est de nous organiser pour nous-mêmes, par nous-mêmes, mais parce que nous ne sommes pas aveugles sur la réalité du monde, nous voyons comment dirais-je, un certain nombre de points communs qui peuvent exister entre notre réalité et les réalités d'autres populations dans le monde. Mais nous insistons sur le fait que, quand on parle de panafricanité fondamentale, d'autres vont parler, par exemple, Dugin en Russie va parler de la 4e théorie politique pour parler de sa réalité dans le paradigme qui est le sien. Dans son identité à lui. Dans son identité à lui. Et ce que je trouve intéressant, et ce que les globalistes n'aiment pas, c'est lorsque chaque peuple décide d'être son propre centre de gravité identitaire. Moi, je pense que chaque peuple a le droit de se regarder dans le miroir et de se dire, il est temps que je pense à moi. Et en pensant à soi-même, en tant que peuple, on pense à l'humanité. C'est la réalité dans laquelle nous sommes installés. Eh bien, on va en parler juste après cette petite pause avec Kémy Séba, philosophie de la panafricanité fondamentale. À tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ici, c'est un franco-africain qui parle au français, Kémy Séba, qui est franco-béninois, c'est ça, voilà, exactement. Je rappelle que vous êtes né à Strasbourg, c'est bien ça, et vous vous appeliez Gilles Robert Stelio Capochichi, et maintenant Kémy Séba. Stelio, c'est le prénom que mes parents m'ont donné, Gilles, c'est le nom de mon père, et Robert, le nom de mon grand-père. Stelio, comme vous le voyez, est un nom italien. N'étant pas italien, même si depuis Balotelli, on peut avoir la sensation qu'il peut y avoir les deux à la fois, j'ai pensé qu'il était nécessaire de trouver la traduction de Stelio, qui signifie étoile, dans la plus ancienne langue du continent africain, qu'est le Medunetcher, et donc ça a donné Séba, Kémy, qui signifie dans cette même langue noire, et ça a donné Stelio version africaine, Kémy Séba. Alors on va en parler justement parce que vous, dans votre livre, vous parlez beaucoup de ces divinités, de ces civilisations, de ces peuples, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important, d'habitude, de voir ça, évidemment, nous, de manière un peu très caricaturale ou pas ou un peu caricaturale. Mais la question que je voudrais vous poser par rapport au peuple, vous dites, nous, d'abord, il faut qu'on se rejoigne, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on sache qui on est. Est-ce que, je vous pose la question, aujourd'hui on dit beaucoup, voilà, on dit ça pour l'Algérie, on dit là, il y a des millions d'Africains qui ne pensent qu'à une chose, rejoindre l'Europe, on le voit, vous savez, avec tout ce qui se passe avec les migrations, etc. Vous, quelle est votre attitude vis-à-vis de la migration? Alors déjà, je pense qu'il est très important qu'on puisse se rappeler que quand on parle des migrations africaines, il y a beaucoup de fantasmagories qui sont énoncées en Occident. 3/4 des migrations africaines sont internes à l'Afrique. C'est quelque chose qu'on dit très peu. D'après les chiffres officiels que l'on trouve partout au sein des institutions même internationales, la majorité des migrations sont internes à l'Afrique. Ce sont des gens qui vont bouger d'un pays à un autre, etc. Il y a une libre circulation et une volonté pour la plupart des Africains de côtoyer d'autres contrées de ce même continent. Le dernier quart maintenant se subdivise via diverses, j'ai envie de dire, direction. Certains vont aller du côté du Moyen-Orient, certains vont aller du côté de l'Europe du Sud, certains vont aller du côté de l'Amérique du Sud. Et je pense qu'il est très important lorsque l'on parle de la migration, et c'est ce que je disais à un média il y a quelques jours de cela, italien, que l'on parle des causes qui entraînent la migration. Et c'est le problème fondamental que j'ai avec les partis nationalistes occidentaux, qui sont complètement différents des autres partis nationalistes en Amérique du Sud, au Moyen-Orient ou ailleurs. On ne peut pas parler d'un sujet sans parler
de ce qui a engendré ce sujet-là. Quand on parle de la migration, certains partent du continent parce qu'ils voient qu'il y a une migration des ressources minières par les multinationales qui sont dans une logique, dans une dynamique de prédation et qui suivent ce flux migratoire de ces ressources minières-là. Est-ce qu'on doit reprocher à ces gens-là de suivre ce flux migratoire ou on doit se préoccuper je pense que c'est très important qu'on le dise, de ces multinationales qui pillent les ressources. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que on n'est jamais mieux que chez soi. Kémy Séba, les pays africains sont en principe indépendants depuis les années 60. En principe. D'accord. Mais dites-moi, on ne résiste pas à ça? Pourquoi on se laisse piller? Pourquoi on se laisse effectivement exploiter? Pourquoi, je vous dirais, les gens qui sont indépendants, ces pays qui sont indépendants depuis les années 60, hein, ça fait 60 ans et plus, pourquoi eh bien ça continue comme si rien n'était? J'adore cette question. Pourquoi la France-Afrique? J'adore cette question, Monsieur Berkoff. Vous savez, à la fin de la prétendue décolonisation, il y a eu une nouvelle forme de colonisation qui a été immédiatement installée par Jacques Foccart et le général de Gaulle. Et c'est pour ça que je dis souvent que les héros des uns, chacun a le droit d'avoir ses héros, et c'est respectable, ne sont pas les héros des autres. Votre héros de Gaulle, vous en avez le droit, et pour moi, quelqu'un que je ne vois pas comme un héros, mais comme une des figures qui a restructuré le système de prédation sur notre continent, en installant à la tête de nos États des gens qui étaient des entités, des personnes cooptées par l'oligarchie française. Et ces gens-là se sont organisés de telle sorte que à la fois les entreprises françaises, les multinationales et l'oligarchie française de manière générale puissent continuer son système de prédation et de pillage de nos matières premières via le système du franc CFA sur lequel on pourrait revenir longuement. Mais pardon. Juste terminer parce que c'est très important ce que vous dites. Et donc, quand vous dites nous sommes indépendants, qu'est-ce qu'on fait contre ça? La société civile est en train de se battre aujourd'hui et on est en première ligne sur ces questions de manière spectaculaire pour que l'on puisse justement se réapproprier nos ressources minières en tant que telles. Et je dis, vous avez entendu la phrase que je disais tout à l'heure, une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Les premières entités que nous combattons, ce sont nos dirigeants corrompus africains qui, au lieu d'être des toits qui protègent leur population, sont quelque part des gruyères, ou en tout cas des fromages complètement troués, qui permettent à n'importe quelle intempérie de pouvoir nous toucher. Mais je vais vous donner un exemple dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Vous savez, tout le monde parle de la voiture électrique. On est content, on va avoir la voiture électrique. Moi, j'ai publié ici des reportages sur le Congo, le Congo-Kinshasa, où il y a les mines de cobalt, où il y a les Cancer City, où des enfants meurent à 10 ans de leucémie. Et ça, ici, on s'en fout. Mais j'ai l'impression que, là-bas aussi, on s'en fout. Alors, je vais vous répondre. Les autorités congolaises ou autres, enfin, je veux dire, ils devraient quand même, excusez-moi, ils sont adultes aussi. Pourquoi ne résistent-ils pas? Vous avez un propos qui est partiellement vrai et qui, de l'autre côté, est en décalage avec la réalité. Nos autorités s'en foutent. Parce que nos autorités font partie de ce plan qui permet justement la prédation, le pillage, la spoliation. Mais de l'autre côté, il y a tout un pan de la société, je pense qu'on est même à un cycle historique aujourd'hui en Afrique, entre guillemets dite francophone, où ce que l'on appelle les sociétés civiles africaines sont en train de se révolter de manière spectaculaire contre le pillage de ces ressources-là. Certaines le font même au péril de leur vie. Moi qui vous parle, j'étais mis en mandat de dépôt à plusieurs reprises, j'ai été expulsé, interdit de rentrer dans plusieurs pays, non pas par le peuple qui nous suit massivement dans ces différentes zones, mais par les dirigeants corrompus qui ne veulent pas justement que notre message continue de croître, ce qui n'empêche pas que les choses se fassent aujourd'hui. Donc, mais vous avez pas, parce qu'on n'en entend pas beaucoup. Donc, vous dites qu'il y a un mouvement populaire. Il y a un mouvement massif en Afrique francophone aujourd'hui d'opposition au néocolonialisme, et je précise sous toutes ses formes. Occidentale en priorité, mais comme je l'ai dit il y a quelques jours au Parlement russe à la Douma, même si on peut avoir des sentiments beaucoup plus proches pour la Russie, la Chine, l'Iran ou autres, mais je dis que si eux sont tentés aussi par le néocolonialisme, nous les combattrons comme nous sommes en train de combattre l'oligarchie néocoloniale occidentale. C'est très important qu'on insiste sur ce point. Donc, il y a une résistance factuelle qui se fait dans tous les pays d'Afrique francophone, à différents degrés évidemment, en fonction des moyens de chacun, mais il y a un réveil extraordinaire des consciences aujourd'hui. Alors Kémy Séba, c'est très intéressant, parce que vous savez très bien que toute nation ou toute entité, et en Occident on peut reprocher beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites, en tout cas aussi du point de vue populaire sur la colonisation et néocolonisation, ça veut dire qu'il y a eu des débats extrêmement forts sur l'esclavage et tout ça. Est-ce qu'il y a ces débats, par exemple, sur les traites négrières? Moi j'étais très frappé d'une chose, on parle de la traite négrière transatlantique, hein, mais la traite arabo-musulmane, 11 millions de castrés, je rappelle, 11 millions de castrés en quelques siècles, la traite afro-africaine, et qui était avant
pardon, que les Blancs ne soient là, on n'en parle pas. Je vais vous répondre, c'est très important cette question. Parce que c'est fondamental, si on ne voit pas ses propres mots, et je dis ça aussi bien pour l'Occident que pour l'Afrique qu'ailleurs, on ne peut pas avancer. Je crois que c'est Hannah Arendt qui parlait, lorsqu'on parlait de la Shoah, qui parlait du fait qu'il y avait aussi, au sein de sa propre communauté, des gens, des élites, qui avaient collaboré avec des gens qui voulaient tuer leur propre peuple. Des traîtres, il y en a partout. La traîtrise est universelle. Donc parler du fait qu'il y a eu, mettre sur le même pied d'égalité des Africains qui se faisaient la guerre et qui donc arrêtaient les guerriers de l'armée opposée. Non mais attention, esclavagisé. Très important, j'y arrive. Mais le servage n'est pas né en Afrique, il est né... Je ne dis pas. Il est né ailleurs. Donc, c'est, comme je dis, c'est une dynamique universelle. Mais il y a des spécificités qu'il est important, qui à mon sens, que l'on doit évoquer, exposer pour bien comprendre cette réalité. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité des tribus qui se font la guerre et qui, lorsqu'elles ont arrêté certains soldats de l'armée adverse, d'accord, les mettent, deviennent des serfs en tant que tels qui servent l'armée qui a gagné. Et une traite qui a déporté des millions de gens, qui a forcé ces millions de gens à abandonner leur nom, à abandonner leur culture, à abandonner leur identité, les a fait appeler Johnson, Stéphane, Jean-François ou autres, en les empêchant, en les déconnectant vis-à-vis de leur principe de l'ancestralité. Je pense que l'on doit être aussi dans une dynamique de rationalité. 4 siècles d'esclavage, très important, que l'on énonce. Après, je vais parler de la traite arabe et je vais parler de ce dont vous parlez. Parce que je parle de tout sans tabou. Non, c'est ça, je voudrais que vous parliez pas que celle-là. Mais c'est très... voilà. Ah oui, moi je vais parler de ce que je veux. Mais faut pas éluder. Non, on n'élude pas. Ce que je dis, c'est que on ne pourra jamais mettre sur le même pied d'égalité la traite occidentale avec... Et d'ailleurs, ce n'est même pas... traite, ça donne une dimension très commerciale. Mais Kémy Séba, pardon. Oui, allez. Vous pouvez pas mettre sur le même plan. Est-ce que vous pouvez mettre sur le même plan la castration de 11 millions de Noirs africains pendant des siècles? Donc j'ai compris que là vous voulez venir sur la traite arabe. J'y arrive. On en parle tout le temps. C'est pas le sujet, mais je veux quand même qu'on insiste sur la spécificité de cette traite occidentale qui a eu des marques. Moi, je comprends bien que vous-même en tant qu'occidental, vous n'aimez pas qu'on tape tout le temps uniquement d'un côté, vous pensez injuste que l'on tape que sur ce côté et que sur les autres. J'y arrive. Mais maintenant, je dis, nous n'éluderons jamais le fait que la traite occidentale est la Champions League de ce système d'oppression, de prédation et de déshumanisation de l'être humain. Maintenant, on va revenir sur la traite arabe. Je vous ai parlé sur la traite africaine en vous disant qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est comme si je dis que parce qu'il y a eu des traîtres au sein de la communauté juive, cela signifie qu'on doit relativiser la Shoah. La Shoah est un crime contre l'humanité et personne ne peut nier cette réalité. C'est la même chose pour l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité et on ne peut pas tout mettre sur le même pied d'égalité. Mais maintenant, pour la traite arabe, je dis et je répète que évidemment, et on en voit encore les séquelles aujourd'hui, le monde arabe est aujourd'hui le fruit de ces divers siècles d'esclavage et de déshumanisation de l'être humain, de l'homme noir en tant que tel, mais plus globalement même de l'être humain, parce que même dans ce monde arabe, il y avait au-delà des populations noires, d'autres populations qui étaient esclavagisées. Mais maintenant, pour ce qui est de la traite arabe vis-à-vis des populations noires, c'est ajouter à ce système de prédation et de domination un racisme, une négrophobie hystérique qui était présente dans ces régions, et on en voit la résultante aujourd'hui au Maghreb ou au Proche, au Moyen-Orient, où l'hostilité vis-à-vis des Noirs est hystérique. Moi, je voyage aux 4 coins du monde avec mon ONG, on a l'occasion d'aller dans le monde arabe, je le dis très clairement, le racisme qui est présent dans ces zones du monde est un racisme spectaculaire. Maintenant, je dis aussi que, et je répète que, ce qui va faire en sorte qu'il y ait un basculement de pouvoir et un basculement de relations entre ceux qui sont les tenants de cette négrophobie hystérique et nous autres, c'est notre capacité à nous prendre en charge et à reprendre notre puissance. Alors c'est très intéressant, reprendre en charge, cette reprise en charge. Alors très concrètement... Parce que nous, quand on va dans ces pays-là, ou quand on va en Europe de l'Est, ou quand on va en Asie, ou quand on vient ici, je peux vous assurer que les gens qui sont négrophobes n'arrivent pas à exposer leur négrophobie vis-à-y de nous. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de nous organiser. Parce que nous avons décidé de sortir de cette victimisation. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas que des négrophobes en Occident? Quand même. Mais comme il n'y a pas que des négrophobes dans le monde arabe ou ailleurs, évidemment. Comme il y a aussi des négrophobes, comme il y a aussi en Afrique des Noirs qui ne s'aiment pas entre eux, et c'est quelque chose qui est du domaine de l'universel. Mais moi, je parle de cette oppression qui nous touche. Alors justement, moi, c'est intéressant, parce que je voudrais continuer, parce que justement, on va parler de la reprise en main et de la reprise en charge, et c'est très intéressant. Juste après cette petite pause. D'accord. On se retrouve. Ici,
Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Kémy Séba, vous écrivez dans votre livre la négrophobie décomplexée que rencontrent aujourd'hui les Noirs au Brésil constitue une problématique à laquelle sont confrontés 99,9% des diasporas noires du monde entier, que celles-ci soient composées de Noirs d'Inde, de Noirs d'Asie, de Noirs dans le monde arabe, de Noirs juifs, de Noirs en Europe de l'Est, de Noirs d'Occident, de Noirs des Caraïbes, de Noirs d'Amérique latine et bien évidemment de Noirs d'Afrique face aux minorités blanches, libanaises par exemple, etc. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que dans votre livre, vous semblez totalement ignorer, ou alors vous expliquez pourquoi, parce que surtout si vous voulez recomposer et réunir, comme vous dites la chose, tous les problèmes économiques. Est-ce que franchement, un noir de l'establishment, allez, Barack Obama, pour prendre l'exemple, c'est un métisme, enfin bon, je veux dire, est-ce qu'il va être consubstantiellement solidaire du noir d'Éthiopie ou de Mauritanie? Je pense que vous avez loupé même si je vois que vous avez lu attentivement et ça me fait très plaisir l'ouvrage, vous avez loupé un passage où je parle au départ du capitalisme. Et je dis que le capitalisme est le centre de gravité justement de ce système du modernisme en tant que tel. Et ceux qui sont portés... J'ai pas loupé, mais quelle économie? J'y arrive justement. Ceux qui sont portés par le système globaliste dans lequel nous sommes installés sont évidemment les maillons centraux de ce système capitaliste en tant que tel. Et donc, il est évident que, et j'en parle même dans mon pays, quelqu'un comme Patrice Talon, président milliardaire, ne peut pas être mis à astreint à la même résidence que la quasi-totalité de la population au Bénin qui vit, dans mon pays, qui vit en dessous de $100 par mois. Mais non, je dis que notre problème, ce ne sont pas, on n'est pas dans une dynamique d'uniformiser tous les Noirs en disant que les Noirs milliardaires et l'immense majorité de la population noire sont soumis au même destin. Je le dis dans le livre que quelqu'un comme Blaise Compaoré ou quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui sont pour moi aujourd'hui des jouets du système globaliste en tant que tel, ne peuvent pas être plus proches de nos peuples que des gens comme René Guénon peuvent l'être, que des gens comme dans d'autres sphères, mais qui peuvent être caucasiennes aussi, et qui luttent alignés sur la dimension de résister au progressisme dégénéré que nous rencontrons aujourd'hui, sont dans cette même dynamique. Donc, la question économique, elle est évoquée, mais elle est évoquée dans un ensemble beaucoup plus grand. Parce qu'on ne peut pas parler de la compréhension de l'économie, et d'ailleurs je parle de l'endosolidarisme, je parle de ce que l'on appelle l'alodo, qui est un système économique dans nos communautés, qui était présent bien longtemps avant la colonisation, qui a porté ses fruits. Mais je dis que on ne peut pas parler de ce système économique sans parler du contexte dans lequel ce système économique fonctionne. On ne peut pas analyser le globalisme néolibéral sans comprendre qu'on est arrivé à une ère, aujourd'hui même sur l'aspect métaphysique, disons les choses telles qu'elles sont, où ce qu'on appelle le progrès, qui est une dégénérescence pour nous, a pris le dessus. Le modernisme et la maison, et le globalisme néolibéral est le centre de gravité de cette maison-là. On ne peut pas déconnecter une facette de l'autre. Les deux font partie d'un même ensemble. Et c'est pour ça que la critique de ce progressisme, de ce globalisme néolibéral, qui est à la fois économique et sociétal, est quelque chose de central dans l'ouvrage. Alors justement, mais vous parlez d'ailleurs comment il faut se réunir après. Vous dites par exemple rebâtir des cités, des conseils des sages, des conseils des anciens, etc. Vous parlez. Alors est-ce que c'est possible, franchement, avec le tribalisme? Est-ce que oui, avec le tribalisme. Je vous voyais venir. Pas seulement le tribalisme, non, pas seulement. Dans l'économie globalisée d'aujourd'hui, moi je ne suis vraiment pas un globaliste, et Dieu sait. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, je veux dire, avec la lutte économique, avec le partage des forces, avec voilà, est-ce qu'on peut instaurer une civilisation, je dirais, non pas ancienne, non pas, je sais que vous voulez pas revenir à il y a 2000 ans, mais organisé, c'est-à-dire, en fait, c'est intéressant. René Dubos disait, penser globalement, agir localement. Vous dites, vous pensez localement et agir localement. C'est ça. Alors, pour le coup, je pense global. Ouais. Mais nous agissons et nous proposons à la fin de l'ouvrage justement un schéma pour les actions locales. Je pense qu'il est très important que l'on comprenne que nos populations, tout à l'heure j'ai évoqué la notion du tribalisme, ça m'a fait penser à... On a de temps en temps certains qui sont des arriérés, qui sont complètement incarcérés dans leur dimension ethniciste et belliqueuse, et qui ne comprennent pas que
qui dit tribu dit famille. Et qui dit famille élargie, famille éloignée, famille proche. Mais tout ont un dénominateur commun. Cheikh Anta Diop en parlait, je pense, très bien lorsqu'il parlait du foyer civilisationnel commun lié à nos populations, en disant que il peut y avoir des déclinaisons, il peut y avoir des différenciations à un certain stade, mais il est important que chacune se rappelle l'ancêtre et le point commun que l'on a. De la même façon que quand vous voyez aujourd'hui en France, la France, le Normand, le Corse, le Breton, ce sont divers groupes, ce ne sont pas les mêmes familles, mais elles font partie d'un ensemble commun, d'une nation française, qui a été constituée. Et tout donc est question de volonté et de compréhension de la nécessité de l'unité. Il faut faire la nation africaine. Donc je suis pas le premier à le dire. Quand Thomas Sankara parlait de la nécessité, je sais que vous savez que Thomas Sankara parlait de la nécessité, lui qui était pourtant du Burkina Faso, parlait de la nécessité de transcender les enclos coloniaux et d'agir en tant que État fédéral africain. C'était sa dimension, c'était la dimension de Kwame Nkrumah. Ça a été la dimension à la fin de Kadhafi, quelles que soient les critiques qu'on puisse lui apposer. Et je pense que on ne pourra pas s'en sortir tant qu'on n'ira pas vers ce point. Alors évidemment, certains sont incarcérés dans ce qui a été fait lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885 en disant oui, je suis ivoirien, oui, je suis camerounais, oui, je suis sénégalais, etc. Nous ne partons pas du principe de la nécessité de renier le réel. Le réel existe. Il y a différentes familles, différentes tribus. Mais il faut prendre ces différentes familles et tribus comme diverses richesses, d'accord, qui constituent un ensemble beaucoup plus grand. Et c'est la dynamique dans laquelle nous sommes. Quand je parle des différentes populations, des différentes ethnies dans l'ouvrage, je n'en parle pas dans un but divisionniste, mais j'en parle dans un but d'addition de diverses fractions qui, lorsqu'elles sont réunies, permettent de voir l'unicité. Alors, est-ce que ce projet de rassembler l'Afrique, et après tout, comme vous dites, vous n'êtes pas le seul, est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est pragmatique, envisageable à une échelle humaine, disons, d'ici 20 ans, 30 ans? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que pendant longtemps, on s'est appuyé sur la volonté des pouvoirs publics, des élites. Et on a vu que ces élites étaient un frein aux volontés des peuples. Et au XXIe siècle, Zbigniew Brzezinski en parlait d'ailleurs très bien au XXe siècle, lorsqu'il disait que le XXIe siècle serait le passage du transfert de pouvoir qui auparavant était aux mains des élites dites institutionnelles et qui arriverait petit à petit au XXIe siècle au niveau de la base, que l'on peut aujourd'hui symboliser par les sociétés civiles. Moi, je pense que les sociétés civiles sont porteuses beaucoup, profondément, malgré qu'il puisse y avoir des exceptions, évidemment, notamment dans certaines zones de conflit en Afrique, et il y en a, hein, on va pas se mentir. Les sociétés civiles sont porteuses d'une volonté de ce projet d'État fédéral à bon nombre d'endroits, beaucoup plus, moi qui fais la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi parfois d'Afrique du Nord, mais surtout subsaharienne, je peux le voir. Vous avez parlé tout à l'heure de la logique de l'économie intégrée et qu'à l'heure du globalisme, est-ce que c'est quelque chose qui est du domaine du possible? Vous savez, les villages dans nos pays sont, pour moi, les derniers bastions de résistance à ce globalisme néolibéral. Il y a un décalage profond entre les capitales africaines qui aujourd'hui deviennent de plus en plus le reflet de ce qui se passe en Occident, et pas simplement dans l'Occident géographique. Hein, pour moi, Dubaï, c'est en Orient, mais c'est l'Occident pour moi, évidemment. Mais les villages sont les bastions de cette dynamique traditionnelle et de cette résistance à ce globalisme à la fois économique et sociétal. Est-ce que ça tient devant Netflix ? Ah mais oui, là, ce qui est bien, c'est que tout le monde ne regarde pas Netflix. Netflix, c'est aujourd'hui très central. Ils n'ont pas central. envie de regarder Netflix. Écoutez, moi, il m'est arrivé de regarder Netflix, c'est par la grâce de Dieu et par. C'est pas un péché. Et regarder Netflix m'a permis de comprendre pourquoi il était important que je cesse de le regarder, parce que je sais que c'est aujourd'hui un outil d'ingénierie sociale visant à pousser les populations dans une sorte de processus d'inception, à agir d'une certaine façon et à se déconnecter du réel, à se déconnecter de ce qu'ils sont. Donc la globalisation existe. Aujourd'hui, tout le monde, ou beaucoup de gens ont des portables, c'est évident. Moi-même qui vous parle, j'ai un portable aussi. On part du réel. On est obligé de partir du réel si on veut être capable de le déconstruire. Et il ne s'agit pas, vous avez parlé tout à l'heure de... La tradition ne signifie pas le passéisme. La tradition, elle est intemporelle. Et donc, même c'est la transmission. Exactement. Et je pense qu'il est très important que l'on comprenne que qui dit tradition dit compréhension de la réalité dans cette dynamique immatérielle pour être beaucoup plus efficient dans une fonction dite strictement matérielle. Nous, notre but, c'est que dans la sphère dans laquelle nous vivions, nous autres Africains, afrodescendants, et plus globalement, comme le disait justement Frances Cress Welsing, la communauté noire universelle, puisse être capable d'agir de manière beaucoup plus efficiente en fonction des espaces dans lesquels
ces communautés-là sont installées. Donc l'idée, ce n'est pas un séparatisme d'hostilité, c'est un séparatisme d'existence. D'existence afin de se retrouver, et un séparatisme d'existence qui tend la main à tous ceux qui sont eux-mêmes ostracisés, mis de côté, d'accord, par ce système globaliste qui tend à asphyxier les peuples qui veulent retrouver leur propre identité. Et c'est pour ça que vous allez nous voir du côté des Gilets jaunes, vous allez nous voir du côté de certains prolétariats en Amérique latine, en Asie, etc. Parce que nous avons, malgré tout, malgré cette volonté de communautarisme. C'est là où je parlais d'économie et de lutte des classes, quand même. Hein, vous me rejoignez. Quoi qu'on en dise, c'est-à-dire que vous ne verrez pas ni en moi un marxiste, ni en moi du moins, ni en moi un capitaliste, ni en moi un communiste, mais la grille de lecture marxiste qui existait bien longtemps avant qu'il en parle, parce que quand on parle de la lutte des classes, toute société dite traditionnelle qui s'installe, qui se base sur les classes, a déjà eu l'occasion d'analyser ces réalités. Et quand je vois ce qui se passe dans mon propre pays, le Bénin, je veux dire, on n'a pas besoin de Karl Marx pour voir qu'il y a une minorité, une hyperclasse qui confisque tout, et la quasi-totalité qui n'a rien. Alors Kémy Séba, je voudrais qu'on parle un peu de, justement, vous parlez de la tradition et sociologie dans votre livre, et c'est très intéressant, vous dites la responsabilité des hommes et des femmes originaires dans la société. Et vous dites, et vous écrivez, au sujet de la femme noire, elle nous rappelle notamment à travers Acétane, Abintou, Bastet, Sekhmet et tant d'autres, que la femme originelle, constamment rabaissée, humiliée, chosifiée en cette ère moderne, pendant que l'homme noir est assassiné et brutalisé, est la matrice du genre humain, la reine de l'univers. Elle n'est en rien inférieure à l'homme, bien au contraire, elle était, avec les particularités divines qui la caractérisent, l'entité complémentaire de l'homme primordial. Sauf qu'à un autre moment du livre, vous donnez comme exemple, effectivement, avec René Guénaud, l'ayatollah Khamenei. Et vous savez ce qui se passe en Iran au niveau de la femme. Tabassée, torturée, dès qu'elle enlevait le voile. Eh oui. Alors dites-moi cette contradiction. Je vais vous répondre, parce que je connais votre grand amour pour l'ayatollah Khamenei. Je vais vous répondre de la manière la plus simple. L'exemple que je donne est un exemple lié à la réalité de notre peuple, du peuple négro-africain. Vous avez bien parlé d'Acétane, de Bintou, on n'en trouve pas beaucoup du côté de chez Khamenei. Mais maintenant, on va revenir sur l'Iran. Vous savez, je dissocie deux choses. Je dissocie la volonté légitime et intelligible, complètement intelligible de certaines femmes, parce que moi j'ai été en Iran à plusieurs reprises, de très nombreuses reprises. J'ai parlé avec énormément de femmes qui n'ont pas le discours de dire que oui, non. Vous savez ce qui se passe aux femmes qui enlèvent. Je dis pas qu'ils sont non, justement, je pense qu'on est très. Il y a la caricature médiatique et puis il y a le réel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel. Il y a des gens qui veulent enlever le voile et il y en a d'autres qui veulent le garder. Mais ceux qui veulent l'enlever, on les tabasse, on les emprisonne, on les torture. Et je pense que il est important pour la critique de cette société iranienne de donner la possibilité aux Iraniens eux-mêmes et aux Iraniennes elles-mêmes de s'exprimer sur ces points. Et vous verrez qu'il y a des scansions, des avis contradictoires. Nous sommes, moi par exemple, si un jour, demain, par hasard, la nature fait que on accède à des responsabilités institutionnelles, pour l'instant on a un leadership dans la société civile, si demain c'est le cadre institutionnel, il est évident que ce n'est pas le schéma proposé par l'Iran qu'il y aura chez nous, parce que ce n'est pas notre paradigme et ce n'est pas notre ontologie. Mais maintenant, l'Iran a ses réalités, ses dérives. Khamenei, et quand on étudie l'œuvre même de l'imam Khomeini avant lui, il y a des choses sur le terrain de la gnose qui peuvent être intelligibles sur le terrain de la tradition primordiale, et puis il y a d'autres choses sur lesquelles nous ne nous reconnaissons pas et qui font justement la diversité des différentes perceptions qui peuvent exister sur le terrain de la tradition. Mais dire qu'il y a une seule forme, une seule compréhension de la tradition me paraîtrait de la même façon que... Je donne un dernier exemple. Bon, écoutez, il y a les bonnes sœurs... Kémy Séba, mettre sur le même plan René Guénon et l'ayatollah Khamenei, je pense que c'est une erreur de votre part, parce que ce qui les relie, c'est la gnose. Et quand on étudie la gnose, votre problème, c'est que vous voyez, pour des raisons qui vous sont propres, Khamenei sous un autre angle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le terrain gnostique, la gnose dans le monde chiite est quelque chose du domaine du réel, peut-être même plus profond que dans bon nombre d'endroits dits occidentaux. Mais il ne faut pas ne pas voir ce qui dérange dans la... Non, mais moi, je n'ai pas dit, personne n'a dit dans l'ouvrage que Khamenei était un super-héros. On a dit que sur le terrain de la gnose, Khamenei, comme Guénon, comme d'autres, était plus proche de la gnose, à mon avis, que quelqu'un comme Joe Biden ou comme Emmanuel Macron. Et je pense ne pas trop me tromper sur ce terrain-là. Là, vous faites des comparaisons encore plus audacieuses. Volontaires.